Amateurs de savoir de second degré, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas. Je suis allé déterrer le squelette de ton arrière-grand-mère et je l'ai... On se retrouve une dernière fois pour parler du Paléozoïque. Oui, il vous casse les couilles, je sais, moi aussi. Je vous invite, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, à les regarder et vous les retrouverez ici. Après être passé par le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien et le Dévonien, nous allons parler du dernier tiers du Paléozoïque avec le Carbonifère et le Permien. Mais avant, plaçons quelques repères sur les deux dernières périodes que nous avons fait dans la précédente vidéo. Plaçons donc le seul repère de ces deux périodes, c'est-à-dire l'extinction du Dévonien. Allez, si on veut être un peu plus précis, nous pouvons également placer ceci, ce qui correspond à l'apparition du premier vertébré, souvenez-vous. What the fuck? Même si à proprement parler ce n'est pas vraiment un vertébré, mais bon, c'est quand même grâce à lui que ces derniers existent, donc que nous existons, donc il mérite bien son petit repère. Nous commençons le dernier tiers par le début du Carbonifère, et c'est avec une immense logique que nous finirons par la fin du Permien. Je n'en dirai pas plus, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, donc générique. Le Carbonifère, avant-dernière période du Paléozoïque qui se divise en deux. Vous avez le Mississippien qui se divise en 3 âges et vous avez le Pennsylvanien qui se divise en 4 âges. Petit point géologique, la Pangée continue lentement mais sûrement sa formation. À la fin du Dévonien, la Terre c'était ça, et au Carbonifère, on se retrouve avec ça. Tout d'abord, à la fin du Dévonien, les niveaux des mers ont baissé. Eh bien c'est l'inverse, pendant le Carbonifère, le niveau de la mer remonte, mais la température reste basse, elle reste assez tiède et stable. Et de nombreux glaciers se forment au pôle sud, plus précisément au Gondwana, vous le savez. Le Carbonifère est marqué par deux grosses révolutions dans le monde du vivant. L'apparition des arbres à écorce ligueuse, c'est-à-dire qu'ils produisent de la lénine. Qu'est-ce que c'est ça? La lénine, c'est un des trois principaux composants du bois. Les deux autres composants du bois sont la cellulose et l'hémicellulose. Et la deuxième révolution, c'est l'extension d'un vaste marécage et forêt qui va pouvoir être extrêmement florissant pour la vie. Il est original de dire, selon moi, que certaines espèces ayant quitté le monde aquatique pour le monde terrestre aient décidé de revenir dans leur monde d'origine, comme le nénuphar par exemple, qui au passage existe depuis 70 millions d'années. Et ouais, c'est pas parce que tu pars quelque part que tu vas y rester pour toujours. Il suffit de regarder, je sais pas moi, Mais il est aussi original de dire que certains scientifiques pensent qu'il y a une exagération lorsqu'on dit que l'Amazonie est le poumon de la Terre. Car oui, l'Amazonie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la forêt la plus grande du monde aujourd'hui. En quoi il y a exagération selon eux? Eh bien parce que les forêts produisent de l'oxygène autant qu'elles en consomment. Du moins, eh bien ça c'est quand qu'elles sont adultes. C'est-à-dire qu'elles ne produisent plus de biomasse. C'est-à-dire qu'elles ne grandissent plus car elles ne produisent pas ou plus d'arbres. Tout ça pour dire que la forêt en elle-même ne produit que peu d'oxygène. C'est le fait qu'elle grandisse qui produit de l'oxygène, via, comme vous le savez, la photosynthèse. D'ailleurs, parlons un peu chiffres. Dans le processus de la photosynthèse, pour 44 grammes de CO2 absorbés par une plante, vous avez 12 grammes de carbone qu'elle garde pour elle, plus précisément qu'elle fixe à son glucose. Le glucose, c'est quoi? Eh bien, le glucose avec le fructose sont un des composants du saccharose. Et le saccharose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on trouve dans la canne à sucre ou encore les betteraves sucrières. Je pense qu'avec ça, vous savez de quoi je parle, sinon désolé. Donc, vous avez 12 grammes de carbone pour la plante, et ce n'est pas si compliqué, vous faites 44 moins 12 est égal 29. Je blague, 32 grammes d'oxygène qui partent directement dans notre atmosphère. Je disais à la fin de la précédente vidéo que c'est dans un marécage que l'évolution va se remettre en marche. Et après l'extinction, l'évolution va réellement péter les plombs et on va parler de deux espèces précisément. Parlons du dipneust, qui est un poisson qui possède des poumons. Ouais, un poisson qui possède des poumons. Tout à fait normal. Et ce truc, c'est le boss des poissons. Et bien pourquoi? Eh bien parce que cette espèce est un poisson qui existe toujours sur Terre. Ouais,
Elle est apparue pendant le Carbonifère et elle existe toujours aujourd'hui. Et la particularité de ce poisson, c'est qu'il est capable de se nourrir en se bouffant de lui-même. Difficile à croire en effet, mais il en est bien capable. Plus précisément, il se nourrit de ses propres muscles. C'est le totem des poissons. Ensuite, parlons de l'Ichthyostega, descendant direct de notre légitime et notre totem vertébré vénéré, le Tiktaalik, qui est peut-être le premier vertébré à posséder des doigts. Il en avait 7 sur chaque patte, et ces pattes lui permettaient de nager en eau profonde et dans les marécages. De plus, pendant cette période, vous pouvez retrouver des libellules qui font 60 cm, vous pouvez retrouver des araignées qui font également 60 cm ou plus, vous retrouverez des mille-pattes qui eux font 2 mètres et des scorpions qui font 75 cm. Je pense qu'il y en aurait eu plus d'un qui n'aurait pas voulu vivre pendant cet instant. Après les grandes sorties des eaux, c'est le milieu aérien que la vie décide de conquérir. Il sépare environ 100 millions d'années entre les premiers animaux sur Terre et les premiers animaux volants. On pense que c'était des libellules, immenses comme je l'ai dit, en tout cas par rapport à celles qu'on a aujourd'hui, qui dans leur période primitive possédaient 6 ailes et non 4. Et oui, toujours plus. Les insectes deviennent les maîtres du ciel. Ils peuvent échapper facilement aux prédateurs et de plus ils se déplacent vite dans les forêts luxuriantes du Carbonifère. Plus tard, et j'insiste sur le plus tard, grâce à l'évolution, de nouveaux conquérants aériens naissent comme les ptérosaures par exemple. Et ils ont bien conquis le ciel car aujourd'hui, 2/3 des animaux savent voler. Une nouvelle invention de la vie pointe le bout de son nez et plutôt le bout de sa coquille car les premiers œufs à coquille apparaissent et avec eux les premiers reptiles. Mais ce ne sont pas les reptiles que nous retrouverons pendant le Mésozoïque, les dinosaures n'existent pas encore. Spoiler, les dinosaures apparaissent pendant le Latinien des âges du Trias, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Le Permien maintenant, dernière période de l'ère primaire qui se divise en 3. Vous avez le Cisuralien qui se divise en 4 âges, vous avez le Guadeloupéen qui se divise en 3, et vous avez le Lopingien qui se divise en 2 âges. Le supercontinent de la Pangée est là, il vient juste de se former, il est tout beau, il est tout neuf, on l'aime tous. Et notre super océan Pantalassa est toujours présent, plus grand et plus fort que jamais. Le climat devient alors plus aride et globalement plus chaud sur la grande majorité du globe. Ça y est, enfin, les premiers vertébrés volent. Ce ne sont pas les ptérosaures, je sais, je vous l'avais dit juste avant, mais j'y peux rien, il y a eu autre chose avant eux qui a dompté le ciel, c'est juste que eux, ils étaient bons quoi. Les premiers à voler, donc, ce sont les... tu te démerdes. L'évolution... Je vais m'arrêter un petit peu car je parle d'évolution depuis tout à l'heure, mais posez-vous véritablement cette question. C'est quoi précisément l'évolution? C'est normal que vous ne sachiez pas, je vous rassure, pour moi l'évolution c'est quand Reptincelle passe au niveau 36. L'évolution tout d'abord se fait par sélection naturelle. Grosso modo, certaines espèces sont mieux adaptées que d'autres à leur environnement, et ces adaptations sont dues à des mutations aléatoires. Grâce à cela, elles seront au-dessus des autres espèces. Ces nouvelles capacités acquises grâce à ces mutations, comme je viens de le dire, vont se répandre de plus en plus dans les populations, pourvu que ces dernières permettent à l'espèce de vivre plus, on va dire, avec facilité. Et certaines de ces mutations caractérisent tellement un individu de l'autre qu'il faut carrément créer une nouvelle espèce pour pouvoir la différencier. On va prendre un exemple. Voici le méga Archaeoptera Tyrannostegovenatosaure, et le méga étrange ancien oiseau lézard cuirassé chasseur tyran. On va dire qu'on va en avoir deux. L'un ira dans un groupe et l'autre ira dans l'autre groupe. Groupe 1, nous avons qui migre vers le nord et nous avons le groupe 2 avec qui on a qui migre tranquillement vers le sud. Le G1 se retrouve confronté aux prédateurs et le G2 vit paisiblement avec d'autres espèces qui sont plus petites que lui. Revenons tranquillement retrouver notre qui subit littéralement son existence et qui est obligé de fuir les prédateurs plus gros que lui en utilisant sa rapidité et son agilité. Maintenant, laissons le temps s'écouler genre 10 millions d'années. Voyons le G1 avec... L'espèce est devenue plus petite en améliorant sa rapidité et son agilité. Elle a évolué et est devenue plus légère et donc plus rapide. Cette espèce n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, mais elle n'est pas au pied non plus. Elle est genre entre les deux. Elle est devenue un petit carnivore vivant comme à peu près les dilophosaures. Voyons maintenant comment s'en est sorti. L'espèce est devenue beaucoup plus grosse. Étant donné que cette espèce avait dans son environnement des espèces qui étaient plus petites qu'elle, elle s'est retrouvée au sommet de sa chaîne alimentaire. Ce sont les muscles de sa mâchoire qui ont évolué, ainsi que sa taille, pour lui faciliter le mâchage de la viande. Cette espèce aurait vécu de la même manière qu'un tyrannosaure, par exemple. Après ce petit aparté sur l'évolution, reprenons notre fil terrestre temporaire. Les espèces dominantes du Permien, ce sont les plantes, les grands amphibiens et les grands reptiles, sûrement des ancêtres des dinosaures. D'ailleurs, les reptiles évoluent en 3 grandes familles. Vous avez les synapsidés, ancêtres des mammifères. Vous avez les diapsidés, ancêtres des lézards, serpents, dinosaures et oiseaux.
Je pense qu'on peut se le dire, c'est l'ancêtre de beaucoup de choses. Et les anapsidés, ancêtres des tortues. Et maintenant, on passe à la case extinction, et là, on parle de la pire extinction de masse de l'histoire de la Terre. On commence direct par les chiffres et non par les faits. Déjà, 95% de la forme de vie, pouf, envolée. 70% des espèces terrestres, hop, ça dégage. On pense qu'il y a eu une activité volcanique extrême en Sibérie qui s'est suivie logiquement par un hiver volcanique, puis d'un réchauffement global de la Terre ainsi qu'un empoisonnement de l'atmosphère généré par les gaz rejetés par les éruptions. On divise alors cette extinction en 3 phases. Ouais, 3 phases comme le MCU quoi. Phase 1 qui commence au début et qui s'étend jusqu'à 40 000 ans. Certaines espèces d'animaux et plantes disparaissent, cependant beaucoup survivent. On passe maintenant à la phase 2. De 40 000 à 45 000 ans, l'extinction s'étend jusqu'à la mer et la vie disparaît presque de Panthalassa. En gros, vous avez quasiment plus rien dans la flotte. On passe maintenant à la phase 3 et à la dernière phase qui s'étend de 45 000 ans à 500 000 ans, où est-ce qu'on est alors à l'apogée de l'extinction, on perd alors quasiment la totalité des espèces animales et végétales. Parmi les survivants, genre les totems extreme survivors de l'extinction of Permian of World, on retrouve les trinaxodons qui ont développé des caractéristiques nécessaires à leur survie. Logique, évolution, adaptation à son environnement, logique. Mais aussi à l'avenir de tous ses descendants, les mammifères. On retrouve aussi le Proterozoocus qui est à l'origine de toute une variété d'archosaures. D'un côté, nous avons les crocodiles, de l'autre, les oiseaux, et entre les deux, bien entendu, vous avez les dinosaures. C'est donc la fin de la mini-série sur le Paléozoïque. Nous nous attaquerons à la prochaine vidéo à l'ère secondaire, l'ère des dinosaures, le Mésozoïque. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, s'il y a des éléments à corriger, des erreurs dans mes propos. Je serai ravi de pouvoir les lire. Et surtout n'oubliez pas, on se retrouve pour La suite au prochain numéro.